Bonjour à tous et bienvenue dans ce live de 11 h du samedi matin. Alors comme d'habitude on va attendre que les gens arrivent un petit peu. Quoi qu'en même temps, avec le temps qu'il fait, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde devant son ordinateur ce matin. Au programme, on va toujours parler Amiga, bien évidemment. On va parler CDTV, bien évidemment. On va parler un petit peu réparation sur 2-3 petits trucs, mais rien de particulier. On va parler un petit peu périphérique, donc certains pour le CDTV et d'autres qui sont plus orientés Amiga 500, 2000 et CDTV. On va parler du fameux du Megachip, puisqu'en fait ça a avancé un peu sur Amibé. Donc bref, on va avoir quelques petits sujets à développer. On va parler aussi de choses dont j'avais parlé, parce que j'avais dit que je ferais des vidéos dessus, mais du coup je vais mettre ça en stand-by, parce que entre le rattrapage que j'ai pris, enfin le retard que j'ai pris sur les réparations, suite à mon vol plané, du coup j'ai pas eu trop le temps de tourner des vidéos. Heureusement ça a quand même plutôt bien avancé sur les réparations, je suis presque à jour, j'ai 2 machines de retard, donc ça se présente plutôt bien, mais en même temps j'ai pas mal bossé sur le CDTV, et donc il y a des projets que je voulais pour cette année qui à mon avis ne se feront pas, mais on verra ça pour une année, pour l'année prochaine, pour 2021. Il y avait notamment les PCB 500+, donc les nouvelles PCB, et 1200, que je n'aurai pas le temps de faire cette année, ou alors on verra cet hiver, voilà, quand j'aurai un peu plus de temps. La prochaine vidéo concernera le RE 4000 que j'ai commencé déjà il y a presque 6 mois, donc je suis toujours au point mort dessus, hein, j'ai toujours un écran noir au démarrage, et du coup bah, on verra ce qu'on peut y faire. Il me reste quelques composants à remplacer, et ben, j'espère que la mise sous tension sera positive. Salut Emeric, voilà, finalement tu vois, t'as pensé à moi. Donc j'ai bien eu ton message pour la courgette partie. Donc on verra en fonction des dates si je peux me libérer ou pas. Parce que je t'avoue que j'ai un mois d'août qui est très très chargé. Autant en semaine qu'en week-end. Alors, je vois que ça commence à arriver. Ah, on va parler souris aussi du CDTV. Il y a du rattrapage. Tu parles des réparations? Je pense que tu parles des réparations. En août, c'est qu'en fait... bon, je vais pas te faire tout un débat sur la vie de ma commune. Mais en fait, on a eu des gros changements avec la direction de la commune, hein, donc avec la mairie, donc aux dernières élections. En fait, on est passé d'une commune où il n'y a strictement rien à une commune où là, il y a des projets qui sont en train de se monter dans tous les sens. Et du coup, on a un comité des fêtes et un groupe d'élus en fait qui veut vraiment mettre en avant les gens qui travaillent sur la commune. Donc, du coup, il y aura plusieurs fêtes. On a eu la fête de la musique. Il y a le 14 juillet, donc qui est mardi, qui s'enchaînera avec une autre fête le 18. On va avoir un 15 août, bon bref. Et en fait, il y aura beaucoup de marchés d'artisans. Donc, étant donné que je suis artisan en coutellerie sur la commune, je participe à ça. Et c'est très souvent sur des week-ends entiers. Donc, ça prend pas mal de temps. Mais par contre, c'est super sympa. Franchement, pour la fête de la musique, on a fait un marché ouvert de nuit. Donc, 18 h, 1 h du matin. C'était super sympa. C'est vraiment super agréable. Et du coup, on va remettre ça encore 2 fois de suite dans les 2 semaines à venir. Donc, il y a pas mal de projets sur ce côté-là qui vont prendre pas mal de temps. Après, j'en avais parlé sur le Discord, mais j'en ai pas parlé sur YouTube. Étant donné qu'on a changé de direction sur la commune et qu'on a une salle des fêtes qui est relativement grande, pour ceux à qui ça parlera, on est à peu près sur la taille de la salle du Castel Park à Surgères. Et du coup, ben, j'aimerais bien faire un rassemblement autour de l'Amiga, bien évidemment, mais un petit peu rétro gaming aussi, dans cette salle des fêtes, donc à Chalandré. Donc,
entre Poitiers et Parthenay. Donc on se rapproche un peu plus du centre de la France, pour ceux à qui Surgères c'est un peu trop loin, ou l'Amiga Camping aussi un petit peu trop loin. C'est un projet que j'aimerais mettre en place dès qu'on sera un peu plus libre, pour pouvoir organiser ce genre d'événement. Mais en même temps je suis tout seul ici, donc voilà, je sais pas trop comment ça va se goupiller, je sais que je peux compter sur plein de gens pour me donner un coup de main là-dessus. Mais on en reparlera une autre fois. Alors, ce serait bien que je mette mon téléphone sur silencieux, excusez-moi. Hop là. Hop, merci. Hop. Là. Donc, ce matin, on va faire une petite mise à jour sur le CDTV. Donc, j'ai commandé... Vous allez me prendre pour un acheteur compulsif à force. Mais... où est-ce que j'ai mis les pages? Elles sont là. Hop. Donc j'ai commandé un kit SCSI qui permet en fait de brancher tout simplement une nappe en SCSI sur le CDTV pour avoir soit un lecteur zip, soit un lecteur CD, soit un disque dur. Donc moi j'ai pris l'option disque dur parce qu'il me restait un disque dur SCSI à la maison. Et puis la carte n'était pas trop chère, 40 € ça paraissait encore à peu près acceptable. Et de plus, cette carte, elle est de 2013, c'est une réédition. Donc du coup je l'ai acheté, je l'ai installé, j'ai énormément galéré parce qu'en fait pour arriver à faire reconnaître le disque dur en SCSI, il faut absolument que le lecteur CD soit branché. J'ai pas compris pourquoi, mais si je débranche le lecteur CD, il ne voit pas le disque dur. Pourtant c'est censé n'avoir rien à voir puisque soit on passe en mode SCSI, soit on passe en mode CD sur le CDTV. Et là en l'occurrence, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bonjour Mathieu. Donc pour l'instant j'ai un disque dur SCSI très bruyant bien évidemment de 200 MO. Non 400 MO pardon. Sur le CDTV ça marche nickel, j'ai installé un Workbench dessus. Donc tout va bien. D'autre part j'ai commandé... J'avais commandé les 8 MO de Fast qui se mettent sur le CDTV, sur le port de contrôle. Alors j'ai pas mal réfléchi là-dessus, parce que j'ai eu des réponses donc pour la Wisher. Donc la Wisher, autre que la Wisher CDTV, ne va pas sur un CDTV. Il n'y a que le modèle CDTV, donc sans accélération matérielle. Ensuite, pour ce qui est de l'IDE 68K, donc j'ai réussi à trouver des photos. Et en fait, il existe un IDE 68K spécial pour le 500 et le 2000, et un autre qui est spécial pour le CDTV. Donc, j'ai abandonné le projet de ces cartes-là, au profit d'une carte directement de 8 MO qui se met de manière classique sur le CDTV. Emmerich, c'est à cause de la ROM. Non, au niveau des ROM, je suis complètement à fond. Hein. Je suis en 3.1 au niveau du Kickstart, et je suis en 2.31 pour les ROM CD. Mais le problème est résolu, maintenant ça fonctionne. Mathieu, il faut une terminaison, peut-être parce que ça marche tout seul. En fait, non, parce que c'est des nappes classiques, hein. C'est comme l'IDE, mais en version 50 pins. C'est pas celui où on est obligé de mettre un bouchon au bout. Code check la liste des périphes. Mais ça y est, tout est réglé en fait, hein. Il faut juste que tout soit branché. Et c'est un problème qu'on verra après dans la vidéo, la longue vidéo que je vais faire sur le CDTV. C'est qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas si tout n'est pas branché. Ouais, il faut vraiment que ce soit... tout assemblé au moment du démarrage pour que tout soit reconnu. Donc j'avais l'option de cette carte 8MO donc qui se branche sur le port de maintenance on va dire du CDTV. Sinon il existait celle-ci, donc il se met à la place du processeur. J'ai opté donc pour la version qui est là parce que du coup ça me laisse libre le côté processeur, et si jamais il y a une carte qui sort qui permet d'avoir une accélération processeur, elle se branchera obligatoirement sur le socket du processeur. Donc j'aime autant garder ce socket libre pour éventuellement un achat à venir, si jamais quelqu'un nous sort cette carte et que ça puisse fonctionner. Mais très franchement, avec 8 MO de Fast, on fait énormément de choses, notamment du WHD Load. Bon, ce que je regrette, c'est qu'on reste sur le processeur 68000 d'origine. Mais bon, on va faire avec. Ensuite, il y a eu une enchère que j'ai voulu suivre. Alors je l'ai suivie parce qu'elle est restée très longtemps aux alentours de 25 €. Donc il y avait une manette à vendre, fonctionnelle,
une souris qui, elle, n'était pas forcément fonctionnelle, mais par contre très abîmée. Elle a été ouverte au tournevis, je pense. Donc ça, c'était pas intéressant, sauf pour le câblage. Pour le câblage, c'était intéressant pour moi. Ça aurait permis de recâbler une autre souris Amiga noire avec la prise CDTV. Ce qui m'intéressait par contre, c'est que le gars vendait un clavier AZERTY. Voilà, mais faut savoir que le clavier et la souris étaient vendus comme non fonctionnels. Donc moi, j'aurais bien voulu soit réparer le clavier, soit le swapper avec le mien pour avoir un clavier en AZERTY. Le problème, c'est que l'enchère est partie complètement en sucette après. Elle est montée à 87 €. Et 87 € pour un remote control qui se trouve à 14,09 € chez Individual et un clavier et une souris en panne. Non, c'était pas. Je pense que 50 € c'était largement suffisant pour ça. Là, l'enchère est montée beaucoup trop haut, beaucoup trop vite. Ensuite, j'ai suivi l'enchère puisqu'il a été remis aux enchères sur le méga chip. Bon, quand j'ai demandé j'ai fait une offre au vendeur, il a tout de suite supprimé son annonce. Ça fait 2 fois de suite que son annonce est supprimée sur eBay. Bon, on va pas, s'il veut pas le vendre, tant pis. En même temps, 150 €, moi ça me paraît extrêmement cher quand même. Sachant que il y a du nouveau sur Amibay concernant les méga chips. Pardon. Donc, visiblement, il a eu du mal à se fournir les pièces qu'il fallait, mais bon, il relance une production. Donc, il a dit qu'il ne pouvait pas répondre à tout le monde, bien évidemment. Mais ça veut dire que incessamment sous peu, il devrait pouvoir mettre en vente ces fameux 2 méga chips. Ce qui peut être très intéressant aussi, parce que j'avais demandé à MadMax et Outlaw s'ils pouvaient envoyer un MP pour savoir si c'était disponible. Donc, je garde espoir d'avoir ces fameux 2 mégas de chip, ce qui serait super cool parce que 2 MO de chip et 8 MO de fast sur le CDTV, on arrive aux performances d'un 500 plus un peu boosté. Donc je suis plutôt content. Ensuite, j'aimerais fabriquer un petit tableau de contrôle qui permette de mettre en route ou non le disque SCSI. Parce que des fois il y a des jeux qui ne nécessitent qu'une seule disquette, donc on n'a pas besoin de le lancer sous le HD Load, hein. Le HXC suffit largement. Pas le HXC, le Gotek, pardon. Et ça permettrait de se passer du bruit insupportable du disque SCSI. 14FRS 3709, bonjour à toi. Alors, pour ceux qui ont suivi sur le Discord, j'avais récupéré il y a quelques temps, alors c'était Olivier qui m'avait envoyé un 1084S à réparer parce que le son ne marchait pas. Et en fait, il s'est complètement détruit durant le transport. Donc la plasturgie était complètement éclatée, toute la partie son, la PCB avait explosé. Donc du coup, je l'avais laissé en plan. Il fonctionnait, il me servait pour l'image. Réponse à Mathieu, pourquoi pas SCSI to SD? Eh bien écoute mon coco, tout simplement parce qu'en ce moment c'est monté à 104 livres pour convertir du SCSI en SD. Alors c'est une solution que j'envisage, mais pas à ce prix-là. Il y a quelques temps, on arrivait à le trouver en SCSI to CF aux alentours de 60 €. Donc à ce prix-là, je prends. Mais là, tant que les prix n'ont pas baissé, je prends pas. C'est beaucoup trop cher. Mais c'est une très bonne solution. Ça permet d'avoir quelque chose de silencieux et de performant. Voilà, Emmerich, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est super cher pour ce que c'est. Donc j'attendrai que les prix baissent ou de le trouver en occasion. Pour revenir au 1084, donc du coup, vu que j'ai acheté le CDTV, je me suis dit, bon bah vu qu'il est cassé et qu'il y a de la plasturgie à refaire, ça nécessitera de toute façon une peinture, donc c'est parti. Je vais le refaire en noir. Donc là, c'était juste après l'avoir poncé, dégraissé, donc je l'ai apprêté, donc avec un après carrosserie classique, pour avoir une bonne accroche. Il faut savoir que le plastique qu'on a sur nos Amiga et pas mal d'autres machines, en fait, la peinture a tendance à ne pas tenir, elle s'accroche pas. Donc, depuis quelques temps, j'utilise un après carrosserie qui est très solide. Mathieu, 89 $ sur AliExpress, je suppose. Attention, parce que sur AliExpress, tu as beaucoup de convertisseurs, mais en fait, c'est pas des vrais convertisseurs. Soit c'est pas le bon format au niveau du SCSI,
soit c'est tout simplement, ça transforme du SCSI, alors je ne connais plus le format avec les toutes petites pins, vers du 50 pins. Donc j'en ai vu aussi sur AliExpress à 9 €, mais c'est pas des vrais. Si t'en veux un qui fonctionne sur Amiga, il va falloir celui, malheureusement, qui se trouve entre 70 € et 120 €. Est-il possible d'installer un disque SSD avec adapteur IDE 44 broches sur Amiga 1200? Oui. Bah, tu peux. Alors, Jiba n'est pas là pour en parler ce matin, mais lui, il a un SSD sur sa Vampire, et moi, sur mon 1200 en tour, j'ai un SSD de 120 Go. Parce que j'avais pas pris plus petit à la base. Mais ça marche très bien. L'avantage, c'est que c'est très silencieux, ça consomme pas. Donc, c'est plutôt cool. Donc, le 1084, donc là, hop, il était juste à prêter. Ah bah, les photos sont pas dans l'ordre, désolé. Ça, on y reviendra après. Voilà, en fait, il était cassé ici, donc j'ai dû le remettre en ligne. Il est résiné de l'intérieur. Donc après, j'ai fait un petit mastic dessus. Voilà, c'était au moment du ponçage. La première couche d'après, avec le capot qui est là, qui était cassé, donc j'ai réparé après. Donc là, on voit plus du tout la cassure. Le problème, c'est que au moment où je vais remettre l'écran dedans, ça a recassé. Mais bon, c'est acceptable. Donc on va revenir à la première couche de noir. Voilà. Donc j'ai choisi un noir mat, et c'est de la peinture haute température, parce que c'est une peinture qui est relativement solide, relativement costaud. Et je trouve qu'elle a un noir qui s'approche très raisonnablement du noir mat du CDTV d'origine. Oui, t'as pris en 60 Go, c'est parfait, ça suffira largement. I2 SSD, c'est ce que je suis en train de faire. De toute façon, le seul avantage, parce que le taux de transfert sera exactement le même, mais l'avantage c'est qu'un SSD, bah, ça reste un disque dur moderne, qui fait pas de bruit et qui est très résistant. Donc c'est une très bonne alternative. Donc ça, c'est l'écran en noir. Alors j'ai fait une petite coulure ici que j'ai rattrapé un peu plus tard. C'était pas grand chose. Et donc voilà, on obtient un noir mat satiné granuleux, qui est plutôt cool. Moi je trouve que ça rend très bien. Ce qui fait qu'au final, voilà, on s'est remonté, ça donne ça. Donc ça c'était avant de terminer complètement la partie basse. C'est pareil, j'avais pas encore peint l'intérieur, je crois que ça se voit là. Donc après j'ai caché toute la partie blanche avec les logos, puisque je voulais les conserver, et tout le reste a été repeint en noir. J'ai repercé le plastique, taraudé, vissé une vis pour refaire un axe, puisqu'il n'y avait plus d'axe du tout. Donc là ça tient vraiment bien. Et en fait, bon là ça c'est provisoire, mais c'est une vis d'Amiga 500. Et en fait, elle rentre pile poil dans le loquet qui est ici, donc ça marche vraiment en appui, ouverture-fermeture pour l'écran. Donc là, c'est le remontage. Voilà, et on voit en fait qu'il a recassé ici. Donc bon, le programme, un petit coup de peinture noire résoudra le problème. Mais la finition est très belle. Là, avec la LED allumée, c'est vraiment super joli. Et une fois allumé, ça donne ceci. Salut Jack, bienvenue à toi. Alors j'avais parlé aussi des enceintes. J'ai cherché à en acheter pendant 2 ou 3 semaines et je ne trouvais pas ce que je voulais. Et en fait, comme j'ai fait du rangement dans ma réserve de pièces, j'ai retrouvé ces petites enceintes Philips que j'avais trouvées dans une déchetterie, que j'avais présentée dans une vieille vidéo des déchetteries, c'est la vie. Et en fait, elles passent très bien puisque c'est un gris anthracite et noir mat. Et ça va super bien avec la machine. Donc je conserve ces enceintes là. Et donc là c'est ce que ça a donné au premier montage. Donc là on voit, j'ai récupéré un lecteur de disquette que j'ai repeint en noir mat, donc le même noir que l'écran. J'ai intégré un Gotek dedans. Je n'ai pas mis d'écran OLED parce que je trouvais que c'était pas en accord avec le reste de la machine. Ça faisait beaucoup trop moderne en fait. Et j'aimerais garder quand même l'aspect un petit peu ancien. Donc si je pouvais trouver par contre un écran, un affichage en bleu, ce serait cool, où il faudrait changer la petite vitre. Donc ça je vais y travailler, mais si je pouvais changer la couleur pour être en raccord avec l'horloge, ce serait super cool. Emric, j'avais un écran noir SGI, je regrette de ne pas l'avoir gardé, car ça aurait bien classe aujourd'hui avec le matos rétro. Ouais, effectivement. Il y a un gars qui m'a fait la réflexion, ouais c'est chouette, mais c'est pas un vrai, un vrai 1084 noir de CDTV. Bah ouais, mais un 1084 noir de CDTV, déjà j'en ai jamais vu en vrai. De deux, le peu que j'ai vu passer sur eBay ou
ou des trucs comme ça, c'est des prix mais absolument inabordables. Donc on va se contenter de celui-ci qui est peint en noir. Donc je le disais, il y aura une vidéo sur l'entretien du lecteur de disquette. Et en fait, le lecteur de disquette d'origine n'a pas de prise pour reponter un autre lecteur dessus, comme on peut faire sur un 500 par exemple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché mon lecteur de disquette avec Gotek sur le CDTV. Et en fait, le lecteur original est branché sur le lecteur Amiga classique. Du coup, je peux utiliser une disquette standard ou le Gotek. Et en fait, il va directement les passer en DF0, DF1. Il se débrouille tout seul, il n'y a rien d'autre à faire. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, on est à la fin. Donc ça, c'est le montage avant le lecteur SCSI. Maintenant, tout est redémonté. Après, j'aimerais faire un petit support pour que l'écran ne repose pas sur le CDTV pour laisser un vide d'air. Alors, j'hésite. J'aimerais une plaque de verre blindé peinte en noir par le dessous pour que ça ressorte vraiment comme les meubles en verre blindé qui étaient à la mode dans les années 80. Et j'aimerais bien avoir 4 petits pieds chromés pour poser la vitre. Voilà, donc ça on verra plus tard, mais c'est un projet qui me ferait plaisir parce que je trouve que ça ferait plutôt joli. Donc voilà pour le 1084. Et c'est à peu près tout concernant l'écran LCD-TV pour le moment. Je vais avoir une vidéo qui va sortir sur la souris, parce que alors là on passe à un niveau supérieur. Donc pour ceux qui avaient suivi l'histoire, quand j'ai acheté le CDTV, la personne avait laissé les piles pourrir dans la souris. Ce qui fait que celle-là a énormément mangé. Est-ce que je peux avoir un mode diaporama? Donc on voit que les piles ont bouffé les ressorts. Je ne sais plus si on peut stabiliser le diaporama. Si. Donc en fait on voit que l'acide a tout mangé et il a attaqué la PCB ici. On voit que la boule a carrément changé de couleur. Alors, la matière est devenue une espèce de gomme collante, donc la boule est morte. Là on voit vraiment qu'il y a des... Hop, décidément, le diaporama c'est pratique, mais pas toujours. Bon bref. Donc là on voit que c'est vraiment pourri, quoi. Donc là c'est la souris. On peut voir que l'acide a remonté. Alors je pense que c'est par comment dire, avec les variations de température, je pense que l'acide et l'humidité ont fait que l'acide a pu se déplacer un peu partout. Donc ça a oxydé aussi le plastique du haut de la souris. Voilà, c'est absolument dégoûtant. Hop. Donc ok, donc ça c'est les piles. Alors ici on peut voir qu'au niveau du switch, ça a mangé les pattes aussi. Bon, les switches étaient morts, donc ça c'est pas gênant, je les ai remplacés. Par contre, la partie haute qui va gérer tout ce qui est infrarouge, elle n'a pas bougé du tout. Donc ça, pour moi, c'était un bon point. Là, on voit les switches qui sont vraiment bouffés. Là, on peut voir que l'acide a mangé la PCB ici. Alors pour l'instant, ça me paraissait pas trop grave. Malheureusement, au démontage, ça n'a pas été la même histoire. Donc là, tout est complètement pourri et oxydé. On voit que c'est vraiment pas chouette. Et bon, il y a de l'acide partout, hein. Là, on peut voir que l'acide est remonté ici. La prise ici est complètement morte, elle est complètement bouffée par l'acide. Donc j'ai commencé à tout démonter. J'ai démonté les ressorts et je les ai fait baigner dans un bain de vinaigre blanc pour manger l'acide. Donc ça a super bien marché, hein. C'était vraiment top. J'ai eu un résultat qui était quand même vraiment sympa. Ça c'est la PCB après la sortie du vinaigre. Et donc j'ai commencé à tout dessouder. Et à poncer le PCB, là où l'acide a fait vraiment son boulot. Donc là on peut voir, je crois que j'avais fait un petit schéma, mais je ne l'ai pas ici. Donc on peut voir que les pistes sont complètement mangées, hein. Ici il n'y a plus rien, il n'y a plus de contact, là non plus. Là la masse était coupée, là il n'y a plus de pastille, là il manque carrément la partie, c'est coupé là. Bref, c'est coupé partout. Donc j'ai nettoyé tous les composants que je pouvais, sauf les switches parce que je les ai supprimés. Et donc je me suis dit, allez c'est parti, on ressoude les composants et on va refaire toutes les pistes au fil de cuivre. Voilà, donc c'était un travail titanesque.
Voilà, ça c'est les photos si jamais je devais refaire une PCB. Enfin, et donc ça n'a pas marché. En fait, on sent vraiment que je pense que l'infrarouge est très sensible. Alors, vas-tu y arriver? L'infrarouge est très sensible et du coup le fait d'avoir des pistes comme ça qui sont peut-être pas de la même taille ou ça crée une impédance ou une résistance. Du coup, ça fonctionnait pas correctement. Et en fait, l'axe X et Y ne répondait pas correctement. Donc bon, bref. Je me suis dit, on va arrêter là. Je vais photographier la PCB, je vais prendre des mesures, des plans, des cotes, et je vais mettre ça de côté. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le kit qui est vendu par Micromiga, donc qui permet de mettre une souris sans fil sur un Amiga en DB9, donc que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Et j'ai acheté le kit qui permet de mettre 2 prises DB9 sur le CDTV. À partir de là, il n'y avait plus trop de limites, donc c'est parti. Ça, c'est la PCB d'une souris sans fil PC achetée sur Amazon pour 8 €. Donc je vais conserver cette PCB. Voilà. Ici, je vais donc retirer les switches parce que je n'en ai pas besoin. Celui-là non plus parce que ça c'est pour régler le DPI et puis ça c'est pour le clic central. Donc je n'en ai pas besoin. Ça c'est le dessous de la carte. Ici on a l'antenne. Et ici on a le laser de la souris. Donc j'ai commencé à tout dessouder. Il y aura une vidéo complète sur le sujet. C'est juste pour vous montrer comme ça. J'ai retiré tous les composants. Et j'ai cherché un moyen de positionner la PCB à l'intérieur de la souris sans faire une seule modification de la souris. C'est-à-dire qu'encore une fois, cette modification-là est faite, mais elle est complètement rétroactive. On pourra revenir en arrière si un jour je trouve le moyen de réparer l'infrarouge de la souris. Donc, j'ai dessoudé des fiches, j'ai soudé des fils, bon voilà. Et en fait, j'ai réutilisé la PCB d'origine du bas, sur laquelle j'ai soudé des switches neufs, que je vais relier après de manière filaire au PCB de la souris. Le laser est réinstallé ici, et la LED de la souris est installée là. Salut Carlos, bienvenue à toi. Donc là, c'était les premiers tests. Il a fallu incorporer tout ça dedans. Je vous passe les détails, mais ça a été relativement pénible. L'idée, c'était de pouvoir arriver à tout refermer exactement comme à l'origine, sans qu'on voit qu'elle a été modifiée. Et ça marche parfaitement, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc du coup, la souris ne fonctionne plus en mode infrarouge, mais maintenant elle va fonctionner en 2 Go 4. Et ça fonctionne très bien. L'avantage aussi, c'est que je vais pouvoir laisser l'adaptateur à l'intérieur du CDTV, puisque même s'il est enfermé dans la machine, ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour ce matin. Ah, salut Jibam. T'as vu, j'ai pensé à toi. Ah, j'avais envie de changer pour la vidéo. Salut Elron, bienvenue à toi. Bon, bien évidemment, pour ceux qui arrivent maintenant, bah, j'ai parlé de CDTV bien évidemment en début de vidéo. Évidemment, elle sera en replay d'ici peu. Mister Dibam, j'ai du boulot pour toi. Eh ben écoute, avec plaisir, comme d'habitude. Salut Pops. Bah, d'ailleurs, Jibam, tu m'as parlé d'un truc SCSI aussi que tu veux remettre en route. C'était quoi cette musique? Ah bah oui, tiens. Voilà. Ok, donc t'as une réparation à faire sur le SCSI. Ah putain, t'as cramé ta prélude. T'as cramé quoi dessus? Me dis pas que t'as essayé de l'overclocker. Ah, t'as peut-être juste un composant qui a grillé, hein.
Le son de sortie est HS. Bah c'est arrivé d'un coup ou Parce qu'après tu peux simplement avoir un composant qui a pété et qui empêche le son de passer. J'avais eu ça quand on avait fait la carte son pour J-Blood, pour son MSX. Il y avait un condensateur qui était que j'avais mis à l'envers parce qu'il n'y avait aucun plan pour le monter, ni on pouvait pas savoir où était comment c'était monté. Bref, je l'avais monté à l'envers par erreur. Du coup, il avait grillé et elle sortait pas de son. Et juste en remplaçant le condo, après le son passait. Et du coup, comment tu l'as cramé? J'essaie de récupérer le son pour faire des vidéos. Oh, t'as pas renvoyé un signal électrique par les RCA? Ouais. À mon avis, t'as une résistance ou un condo qui a cramé. Il faudra regarder sur le circuit, mais je pense que c'est ça. À mon avis, t'as dû envoyer un signal. Ouais, voilà. C'est ce que je pense aussi, ouais, un retour. Donc soit t'as un composant qui est marqué F comme fusible, qu'il faudra tester. Soit une résistance, ça peut tout à fait arriver. Soit un condo qui a pété par sécurité. Emric, trop haut. Qu'est-ce qui est donc trop haut? Ouais, signal trop haut, ouais. Vivement l'Amiga Camping. Alors je te rappelle que c'est le courgette camping. Ouais, je suis d'accord avec Emric. Je pense que tu as rentré un son amplifié dans une entrée audio classique. Et à mon avis, la prélude n'a pas aimé. À mon avis, c'est pas grand chose. Alors, Jean Boller, salut live. Tu m'avais demandé un truc lors de ma dernière intrusion ton live. Je me rappelle plus quoi. Oh. Alors moi qui ai une mémoire de poisson rouge, je ne me souviens plus. Carlos, j'ai eu le retour d'un client qui cherchait à te joindre pour réparer des Amiga. Et ce qui paraît, tu ne réponds pas au téléphone et ce client voulait avoir un premier contact avec toi. Eh bien écoute, je l'ai eu au téléphone. En fait, alors c'est un problème, on va en parler parce que c'est un problème qui est récurrent malheureusement. C'est que entre le Discord, Facebook et YouTube, parfois une personne va utiliser deux pseudos différents plus son nom. Et je me suis complètement emmêlé les pinceaux, j'ai pas appelé la bonne personne, alors que je pensais l'avoir appelé. Et le problème, c'est que la personne a utilisé un pseudo différent de son nom, et du coup, je ne savais pas que j'appelais la bonne. Je pensais appeler la bonne personne, sauf que c'était pas la bonne personne. Bon, le problème est réglé, hein, on a réussi à rentrer en contact. Mais maintenant, je pense que je vais devoir le demander systématiquement. Quand vous prenez contact avec moi pour un devis, ou même sur les fiches de prise en charge, il va falloir me noter votre vrai nom et le pseudo, parce que des fois, je m'y perds complètement, quoi. Sachant que ça a l'air tout bête, mais le monde Amiga est très vaste et ça m'est arrivé de tomber sur des personnes qui avaient le même pseudo. Donc c'est assez compliqué. Mais bon, le problème est résolu. Entrée casque du poste amplifié, ok. Merci pour l'info. Donc voilà le souci. Ouais, je pense que tu as fait rentrer quelque chose. Jean, c'est Tie Racer. Alors je ne sais pas ce que c'est que Tie Racer. Au moins qu'on ait déjà eu cette question, mais c'était rapport à la CD32, je crois que tu voulais que je fasse une vidéo. En fait, j'ai fait un gros tuto pour le Wi-Fi. Alors j'ai vu ton tuto sur le Wi-Fi pour le CD32.
Merci à toi, c'est quand même sacrément complet. Par contre, je me souviens pas t'avoir demandé si tu veux faire une vidéo sur la CD32. Ah, j'ai peut-être zappé, hein, c'est possible. Hein. J'avoue que j'ai passé 2 semaines avec la tête un peu dans les nuages. TIE Racer, je me souviens plus du tout. Ah bah d'accord, bah tu vois, je savais pas que TIE Racer, c'était ton pseudo sur YouTube. Donc ça paraît tout bête, mais en fait, des fois, ça peut créer des soucis parce que du coup, je fais pas le lien entre les deux. Bah comme avec Pops qui est là, Pops que je connais physiquement depuis quand même un petit moment maintenant. Je connaissais même pas, je sais même pas si c'est un pseudo ou pas, mais Christophe Martin, je sais même pas si c'est ton vrai nom et ton vrai prénom. Je n'en avais jamais je m'étais jamais posé la question. Donc voilà, le fait d'avoir des pseudos et des noms peut créer des soucis et du coup ça fait des fois que j'ai des petits ratés. Jack, ta main, c'est bon. Eh ben écoute, je peux m'en servir librement maintenant, mais il y a toujours des gestes que je ne peux pas faire. Pour donner encore une fois, pour imager, par exemple, je peux pas faire de pompe. Hein. Le fait d'être appuyé sur mon poignet avec un certain angle me fait extrêmement mal. Mais ça se remet quand même petit à petit. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça reviendra comme avant, je le pense, assez rapidement. Merci Christophe. Oui, mais je savais pas. Je t'ai toujours appelé Pops, donc je me suis jamais posé la question de savoir quel était ton prénom. Je t'aurais jamais appelé Christophe Martin. Voilà. D'ailleurs, Jibam, je me suis longtemps demandé comment tu t'appelais. Hein. Pour moi, Jibam, pour moi c'était, je sais pas, Julien, Joseph ou n'importe quoi, et en fait, pas du tout. Donc les pseudos, c'est marrant, mais des fois, ça peut porter à la confusion. Qu'est-ce que je regardais d'autre d'intéressant en ce moment? Je sais plus. Oui, Jack, oui. Un seul pseudo, c'est plus simple, c'est vrai. Il avait quel âge Jibam sur cette photo? Eh ben écoute, cette photo, je crois qu'elle date du NAS de Surgère de 2013. Donc il y a 7 ans. Donc Jibam moins 7. Je ne sais pas quel âge a Jibam. Emmerich, non, 2013, hein, si je me souviens bien. « 2013 parce que c'était le live. Ah ouais, parce que c'était le live juste avant juste avant que j'y aille. C'est quoi c'est... Ah. Hop, qu'est-ce que j'écris moi 4. Oh non. Photo du NAS, NAS 2000 PGS, NAS 13. Ah bah non, en 2000. Ah bah non, en 2013 j'étais là. Ça c'était mon 1200, mon 1260. Ah, alors j'ai le doute, c'était à... 2000... NAS 2012. Eh, NAS 2012. Elle est là la photo. Donc, alors je remonte que ça. Emmerich si vieux que ça, bah oui, tu vois, 2012. Le temps passe vite, effectivement. C'est quoi le thème aujourd'hui? J'ai beaucoup parlé CDTV et périphérique à installer dessus, préparation de mon 1084S en noir mat pour aller avec le CDTV, extension mémoire 8MO à l'ancienne, donc branché sur le port diagnostic. Et pourquoi j'ai pas pris les autres systèmes, et c'était à peu près tout.
Ah si, j'ai pas réussi de la modification de la souris infrarouge en souris sans fil 2 Go 4. Moi j'aurais dit le NAS 2010, bah non quand même pas. Je vais avoir 46 ans en novembre. Là on peut rigoler hein, parce que quand on voit les photos du NAS en 2002, 2002, oh, je suis sûr qu'on peut voir une photo d'Emeric. Déjà on a quelques machines. En fait, j'arrive pas à savoir si à cette époque-là... Bah, Emeric, toi, tu pourrais me le dire, parce que tu as connu ça. Mais du coup, j'arrive pas à savoir si c'était beaucoup des PC, en fait, ou des Amiga montés en tour. Parce que on voit quand même quelques Amiga, mais on voit quand même pas mal de tours. Non, j'avais des cheveux à cette époque. Je crois que beaucoup avaient des cheveux à cette époque. Jack 43, ça file, eh ben oui. Le grand JC. Ah, donc il y avait quand même pas mal de machines. De machines en tour. Puis il y a plein de gens que je connais pas, hein, que je vois plus dans les NAS actuels. Puis là, il n'y avait pas grand monde, hein, c'était du petit NAS. Maintenant, il y a quand même beaucoup de monde. Quand on mange au NAS, la tablée fait presque la taille entière de la salle. Ah oui, il y avait beaucoup d'Amiga en tour, effectivement, oui, comme dit Pops. Pops qui fait partie des Wood Tower. Au début de la towerification était à la mode. JC n'a pas changé, c'est vrai. Je sais pas s'il parlait aussi fort à l'époque. Carlos Halifax, c'était le pseudo Kintaro que tu cherchais à t'appeler au téléphone. Et on avait parlé de toi et tout le monde te faisait de la pub sur Amiga pour toujours un bien. Bah écoute, c'est très gentil, mais effectivement, c'était bien ça son pseudo, qui du coup ne correspondait pas du tout au prénom que j'avais noté pour l'appel. Donc après, quand moi j'ai cherché Kintaro dans mon agenda des numéros que je devais appeler, bah du coup ça correspondait pas, puis après, bon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, et 2-3 fois je sais que j'avais eu des coups de fil, des fois je peux pas répondre, hein, si... Très clairement, quand je suis en train de travailler, j'évite de répondre au téléphone, ça m'évite de faire des bêtises. Emeric, toujours, oui, toujours. Jack, mon premier Amiga 500 plus, j'avais 13-14 ans. Hey. Et ça remonte, hein. Donc là, les tablets en extérieur. Oh, je vois Emeric. Et ben là, on a un gros tower. C'est pas celui de Zener, avec le gros autocollant Amiga. C'est dommage, il faudrait le voir de côté s'il était complètement ouvert. Emeric 4000, ok. Moi j'ai eu une traversée du désert Amiga de 94 à 2017. 2017, racheté un CD32, un collectionneur anglais qui exigeait que j'en prenne soin. Mais j'ai eu une grosse traversée du désert aussi parce que moi j'ai grillé mon 500. Mon 500, je l'ai grillé en 99. Et c'est en 2005-2006 que quelqu'un m'a donné un 500 plus qu'il avait trouvé à la déchetterie. Je l'ai gardé dans mes affaires comme ça sans y toucher parce qu'il marchait pas. Et c'est en 2000, je sais pas, je dirais 2008-2009 en fait que j'ai découvert Amiga Impact. Et du coup, en fait, en commençant à le réparer, du coup, j'ai réussi à le remettre en route et ce qui après a découlé de fil en aiguille au stade où j'en suis actuellement. Jack, on devrait tous faire ça. Bah oui, mais la spéculation, mon petit. Donc la petite tablée.
Il devait faire chaud dans cette pièce avec, avec toutes ces machines. Il fait chaud actuellement hein, dans la pièce, mais beaucoup moins qu'à l'époque où tout le monde était en CRT, qui développe quand même énormément de chaleur. Il y en avait un qui a ramené une imprimante à ruban. Bon, enfin, on est en 2002, hein, donc c'était un petit peu ce qui se faisait de mieux à l'époque. Bon, enfin bref, je vous invite toujours à faire un tour au NAS parce que c'est vraiment super sympa. Donc il n'y en aura pas cette année malheureusement. Mais bon, ce sera partie remise, j'espère, pour l'année prochaine. Mathieu, quel statut d'entreprise comme réparateur? Alors si tu parles de mon statut, je suis en micro-entreprise. Je suis en micro-entreprise en multi-activité, pour être précis. Donc en fait, dans la même entreprise, j'ai plusieurs activités, donc la coutellerie et les marchés. Et en même temps, je suis réparateur en téléphonie et informatique. J'avais voulu mettre rétro gaming, mais c'est un statut qui n'existe pas. Donc du coup, le fait de réparer les Amiga est englobé dans le statut micro-entrepreneur et de informatique. Mister Jibam devine où je suis. Ah bah non, je t'ai pas vu. Alors si tu me dis le mec avec les lunettes bleues, je te crois pas. Bah, tu me dirais sur quelle photo parce que moi je t'ai pas vu. Devine où je suis là, ok. Emric, je vous laisse, on m'attend. Je ne puis rester plus longtemps. Sniff, bonne continuation. Merci à toi, à bientôt Emric. Beaucoup ont mis leur 1200 en tour. J'ai jamais trop aimé, je préfère le form factor original. Alors moi je préfère la tour. Je fais partie des gens qui ont très vite mis leur Amiga 1200 en tour. Et je préfère. Esthétiquement, je préfère et je sais pas. C'est une préférence. Je pense que c'est un peu comme pain au chocolat et chocolatine. Hein, c'est en fonction de ce qu'on a envie de faire. Mathieu, t'es taxé à 60%. Je suis taxé à 13% sur la revente de pièces et à 23% sur la main d'œuvre. Donc en gros, quand je fais un recapage sur un Amiga 600, admettons, eh bien je paye 13% de taxes sur les condensateurs que j'ai achetés et que je revends, et je paye 23% de taxes sur la main d'œuvre exprimée sur la réparation. Jack, je me demande comment sera la spéculation dans 5 ou 10 ans. Bah tu sais, pour moi la spéculation elle s'arrêtera avec nous, hein. Je pense qu'on fait partie de la dernière génération qui va s'intéresser à ces machines. Et quand nous, on sera trop vieux pour les utiliser ou qu'on s'en servira plus, je pense que les jeunes qui arrivent derrière nous ne s'y intéresseront pas du tout. Il y a de grandes chances qu'avec nous se termine ce genre de machine. Quand nos enfants vont hériter de ces machines-là, je pense qu'ils en auront strictement rien à faire. Et ils trouveront certainement très peu d'acheteurs parce que ce sera complètement obsolète. À moins qu'il y ait un système de collection qui se mette en place. Mais j'ai quand même un très gros doute. Hein. Je pense que ça se terminera avec nous et que la spéculation se terminera avec les collectionneurs utilisateurs de nos jours. Quand on y pense, ça fait très peur, oui, effectivement. Sur le lien que je t'ai mis, alors je suppose que c'est dans le Discord. Pas du tout. Alors si tu m'as envoyé un lien, Jibam, mets-le-moi dans le Discord parce qu'il apparaît pas sur YouTube. Elron, dans 5 ou 10 ans, je pense que la mode sera passée. Oui, effectivement, je pense aussi. Mathieu, intéressant. Et la compta, tu sous-traites tout? Bah non, pas du tout. En fait, j'utilise un logiciel de chez EBP, donc le EBP Auto Entrepreneur.
Et en fait, c'est très simple, vu que nous on rend pas la TVA en micro-entreprise, la compta est relativement simple à faire. Et donc le EBP, en fait, à chaque fois que tu fais tes factures, va te dissocier la main-d'œuvre de la revente de pièces. Tu as un graphique qui apparaît à la fin, que tu mets soit en mensuel, soit en trimestriel. Moi, je suis en trimestriel. Et en fait, il va te dire directement combien tu as fait de chiffre d'affaires en main-d'œuvre et en pièces. Il va te déduire lui-même les taxes que tu as à payer. Et tous les 3 mois, tu te connectes sur le site de l'URSSAF et tu déclares en fait, soit tu le déclares à la main, tu déclares directement combien tu as fait, soit tu envoies un rapport en fait de ton logiciel pour dire à l'URSSAF combien tu as fait en chiffre d'affaires. Ensuite, l'URSSAF calcule combien tu dois payer et tu payes. Donc il n'y a pas, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas compliqué à faire. À savoir aussi que quand tu veux te mettre en micro, tu as une formation qui est proposée par la Chambre des métiers pour t'expliquer comment gérer justement ta compta, et c'est relativement simple. Carlos, moi j'ai toujours aimé A2000 en boîtier desktop comme un PC au lieu de la tour A1200. J'aime aussi beaucoup la tour, enfin le côté desktop. J'aime bien les deux, et c'est vrai que c'est pour ça que le CDTV me plaît beaucoup, parce que du coup il y a ce côté ce côté desktop, hein. Je sais que ça fait un peu déboucheur de toilette, mais je vais le dire comme ça parce que je n'arrive pas à dire desktop. Mais j'aime beaucoup ce format-là aussi, et le CDTV me convient parfaitement pour ce sujet. Pops, il y a des mecs qui roulent encore avec des voitures, d'une manière ou d'une autre, ça sera pareil pour nos BK. Ouais, mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Très franchement, il y a quand même beaucoup de machines rétro gaming sur le marché, et chez les gens en fait, chez les possesseurs collectionneurs. Maintenant, je pense que c'est plus difficile de trouver une 2 Dion Bouton 1909 que de trouver un Amiga 500. Donc il y a aussi la rareté qui fait que des gens s'y intéressent. Admettons qu'il y a encore 10 000 machines Amiga en fonction en France. Est-ce que à la fin de notre génération à nous, il y aura encore 10 000 personnes pour s'y intéresser? Ça se trouve, il y aura peut-être que 2 ou 3 personnes. Et ces 2 ou 3 personnes ne vont pas collectionner la totalité de ce qui restera. Pops, pardon. Dans un siècle, il n'y aura plus beaucoup d'Amiga. Moi, je pense l'inverse. Je pense qu'il n'y aura plus de PC, il restera que des Amiga. Mathieu, plus c'est rare, plus c'est cher. Ben, pas vraiment. Comment te dire? Une carte postale dédicacée de Nabila. C'est peut-être rare, mais ça vaut rien du tout parce que personne n'en veut. Nabila, tout le monde s'en fout. Donc en fait, ce qui fait que la rareté et que c'est cher, c'est le principe de l'offre et de la demande. Si tu as très peu d'offres et beaucoup de demandes, le prix va monter. Mais si tu as beaucoup d'offres et très peu de demandes, bah, ton produit il vaut rien. Donc l'Amiga aura beau être une machine extrêmement rare. Admettons que, tu vois, il existe un Amiga qui est relativement connu, c'est le Walker. Le Walker, il en existe 2 exemplaires au monde. Donc c'est un prototype qui est extrêmement rare. Donc je dirais qu'à notre génération, ça peut intéresser des gens. Par exemple, si demain je gagne les 17 millions de l'euro-million de je sais plus quand, c'était hier je crois, je me dirais, bah tiens, le mec il le vend 1 million d'euros, bah ok, je lui achète, ça me fait plaisir, je craque 1 million, je le veux quoi. Mais admettons qu'on fasse ça dans 20 ans, déjà tout le monde aura oublié ce que c'est qu'un Walker, et ça intéressera personne. Donc même si une personne possède 1 million d'euros et que toi tu le vends ne serait-ce que 100 000, bah ça se vendra pas parce qu'il n'y aura pas de demande. La valeur des choses est toujours en fonction de l'offre et de la demande. Donc la valeur collection, elle est pareille. Regarde, un CDTV, au début des années 2000, ça valait 30 euros. Peut-être même 30 francs, ça ne valait rien du tout. Maintenant, ça commence à grimper, parce qu'il commence à y avoir de la demande, parce qu'il y a un mec comme moi qui s'est pointé un jour sur eBay et qui a dit, tiens, je vais acheter un CDTV à 600 balles. Il y a des mecs qui ont suivi les enchères, qui ont vu ça, ils se sont dit, ah, bah, moi j'ai un CDTV qui traîne dans le garage, je vais le vendre 700. Et ainsi de suite. C'est ce qui fait qu'en fait la valeur d'occasion va monter parce que il y a visiblement une demande qui est apparue, donc l'offre est en train d'augmenter. Maintenant, si demain tu as 50 CDTV à vendre sur eBay, eh ben, les prix vont baisser parce qu'il y en aura beaucoup plus que de disponibles par rapport à la demande. Moi, quand je l'ai acheté, ça faisait un bout de temps que je regardais, on regardait ça avec Mad Max, ça faisait un bout de temps qu'on regardait eBay, et tu avais 2 ou 3 CDTV maximum. Depuis que j'ai acheté le mien, il y en a au moins 6 ou 8 qui sont apparus. Donc voilà, c'est une balance entre l'offre et la demande.
Jack, on sera pas tous en train de crier non, pas à la benne, pas à la benne. Je l'emmènerai à la maison de retraite, moi. Elrond offre et demande oui, tout à fait. Mr. J-Bam, dans un siècle, restera plus grand chose sur Terre. Je le souhaite pas, mais c'est vrai que des fois on peut se poser la question. Une carte postale de village, j'adore. Oui, je trouve que ça imaginait bien mon propos. Amiga Walker, je viens de faire une recherche, c'est le truc qui ressemble à un vaisseau spatial. Ouais, carrément. Qui aurait été une machine avec lecteur CD intégré, qui avait une allure vraiment chouette. Mais voilà, qui est absolument... Davy, le dernier Walker qui fonctionne en Suisse, il était présent il y a 2 ans à une convention. Il me semblait qu'il en restait 2, ou alors l'autre ne fonctionne pas. Voilà, mes sources remontent à il y a au moins 5-6 ans. Ça ressemble à un aspirateur. Je suis pas d'accord. Voilà, pour donner une image du Walker. C'est spécial. Moi, je trouve que ça ressemble à un tic, en fait. Hein. On dirait, on s'attend à ce que ça jette sur toi pour boire ton sang, quoi. Mais ah, super la photo. Oh, ça, c'est chouette. Bon, bref. Hop. Est-ce que je peux avoir la photo? Voilà. Bon, ce sera peut-être mieux ici. En fait, donc le Walker proposait un lecteur de CD format PC et un lecteur de disquette en dessous. Mais je crois que c'était plus ou moins un Amiga 1200 hein, en termes de perf. Est-ce qu'on les a les perfs? On avait donc un... Ah non, d'origine on avait un 6830 à 33 MHz dans la version prototype. Et on a dû avoir donc un 6830 à 40 MHz. Le format était AGA, donc le format image d'un Amiga 1200. On avait des kicks ROM de 1 méga, on avait 2 MO de chip RAM d'origine et 4 MO de fast. Un CD-ROM interne, un lecteur de disquette. Ouais, donc on était quand même... on était au-delà du... On était entre... comment dire, entre le 1002 et le 4000, quoi. Davy, ok d'accord, le deuxième ne fonctionne pas. Mr. J-Bam, j'aime aussi beaucoup le Walker, je trouve qu'il avait vraiment... c'était mieux qu'un 1002. Ouais, c'était quand même déjà ultra compact. C'est-à-dire quand on passe d'un Amiga 1200 ou d'un 500 au Walker, il paraît tout petit. Et j'avoue qu'avec le clavier souris à côté, ça devait paraître futuriste. On dira ce qu'on voudra de la gestion de Commodore, mais en termes de futuriste, le Walker et le CDTV, c'était quand même osé. Quand on voit que le CDTV proposait la télécommande infrarouge, donc du sans fil, et une souris infrarouge, encore une fois, sans fil, au début des années 90, c'était... ça n'existait pas, hein, c'était pas... Alors, je te rejoins à 100% sur la spéculation, il suffit qu'une seule vente à prix délirant pour foutre le feu à tous les sites de vente. A noter qu'on voit de moins en moins quand même de 1260 PPC à 1500 € sur eBay. Mr. J-Bam, c'était du 3A et non pas de l'AGA. Et bah écoute, source Wikipédia, moi j'ai de l'AGA. Alors après il y a peut-être une erreur, hein, c'est Wikipédia, mais moi j'ai AGA. Ma sœur a trouvé un Falcon à la benne, le temps fait son office et ces machines disparaissent de la mémoire collective malheureusement. En même temps, le Falcon il est passé comme une toile filante. Effectivement. Mais c'est encore une fois le principe de l'offre et la demande, quoi. Si personne n'a envie d'un Falcon, le Falcon partira à la benne, quoi. Et c'est ce qui réduira en fait le nombre de pièces présentes et disponibles, et qui après va créer de la rareté, et si un jour il y a de la demande, bah, comme il y a de moins en moins de produits disponibles, bah, les prix vont flamber.
Hop, c'était de l'AGA. Oui, visiblement, c'est ce que je vois. Elron, le designer, venait de chez Apple. C'est vrai que ça ne m'étonnerait pas. À la maison, j'ai un EXL 100 avec un clavier infrarouge. Alors, je ne connais pas le EXL 100, mais j'aimerais bien connaître sa date de sortie. Carlos, le CDTV est sorti trop tôt, on n'était pas prêt à l'accueillir. Il était futuriste pour son temps. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand on lit un peu l'histoire du CDTV, on sait que l'échec commercial a été beaucoup dû au fait qu'on ne savait pas comment le placer. C'était très complexe pour une platine CD. C'était très complexe pour, mine de rien, un Amiga. Les gens qui voulaient écouter de la musique au format CD n'avaient pas forcément envie d'avoir un Amiga intégré dans la machine, et vice versa. On était quand même au tout début du CD, on savait même pas si ça allait marcher, parce que l'industrie du vinyle était encore extrêmement puissante à cette époque-là, et l'industrie de la cassette audio aussi. Donc c'était un peu compliqué d'arriver à faire rentrer ça sur le marché. Je pense que oui, si c'était sorti peut-être 5 ans plus tard, l'effet aurait pas été le même. Sans compter la gestion catastrophique de la communication chez Commodore. Le CDTV et la C32 étaient de super outils d'apprentissage. Oui, alors j'oublie, j'ai cité le Walker et le CDTV, mais le CD32 aussi, en son temps, était quand même une très très bonne machine. Mais je pense qu'ils l'ont trop bridé d'origine. S'il y avait eu directement de la fast RAM installée dessus, qu'il avait été un peu plus accessible, avec une bibliothèque de jeux plus fournie, l'échec n'aurait pas été aussi cuisant. Mister Jibam, le AAA était donc pour quelle machine? J'en ai entendu parler du 3A, mais alors je me souviens plus du tout sur quoi ça allait. Alex Manchi, bonjour à tous, bonjour à toi. Il y a eu des encyclopédies jusqu'en 1998. Les encyclopédies CD. Excel Vision EXL 100 est sorti en 84. Waouh. Allez, comme quoi il y a des choses qui sont sorties il y a vraiment très longtemps. Et qu'on ne peut pas forcément... Enfin, on se rend pas compte, je me rendais pas compte, tu vois. Carlos, mon C32, je l'ai acheté à une auto-école qui l'utilisait pour l'éducation. Ils ont utilisé aussi des CD32 pour l'éducation. Parce que le CDTV, je sais qu'il a beaucoup servi dans les auto-écoles. Je savais pas que le CD32 avait servi aussi. Ops, le chipset 3A n'a jamais été finalisé. Et pour le XL100, on regarde sur Wikipédia. EXL100. Ah oui, non, si je tape EXL. Attends, on va le taper différemment. Toi, il me dit Excel Vision. Oh la vache. Regardons une photo. Wow, dans le genre futuriste, on est pas mal non plus. Je connaissais pas du tout cette machine. Je trouve ça... Oh la vache, oui. Avec manette sans fil aussi. Eh ben je connaissais pas, tu vois, mais... Là encore, on est vraiment sur des designs... entre rétro et... Enfin, on voit ça en rétro avec nos yeux actuels, mais je pense que pour l'époque, ça devait vraiment être très très futuriste. Avec... J'aime bien les... On a l'impression que Calculon est caché dans la tour et qu'il nous regarde. Référence à Futurama. Hop. Jibam, quoi de neuf sur le mystère? Ça, je laisserai Jibam répondre. Ok, Pops, manette infrarouge. Ah bah ouais. Alors j'imagine pas la consommation de piles
Par contre, je trouve ça très très joli. Et ça, à mon avis, c'est des machines qui sont très certainement parties à la poubelle dans les années 90 parce que plus personne n'en voulait. Et du coup, là, maintenant, je pense qu'on est sur un produit qui doit être relativement rare. Et il y a une puce spécialisée pour la synthèse vocale. Alors, 84. Oh, mon Dieu. J'avais 6 ans. Ah, comme quoi. Même que dans la dictée magique. Oh, tu sais que avec ma copine, on s'est baladé dans une brocante là, il y a pas longtemps. Et en fait, il y avait une dictée magique toute neuve dans sa boîte d'origine. Je me suis tâté à l'acheter. Jamais, je pense qu'il n'y a jamais eu de pile dedans parce qu'elle était vraiment extrêmement propre. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui font des instruments de musique avec des dictées magiques, mais je me suis dit pour la collection, ça doit quand même être super intéressant. Et du coup, je l'ai pas acheté. Mais elle était vraiment comme neuve. Hein. Limite, elle était encore dans son emballage d'origine avec des petits films de plastique. Alors, Jean, pour les cours d'anglais, le C32 servait de support dans les écoles au United Kingdom. D'accord. Je savais pas que le CD32 avait servi en multimédia. Ah, j'avais encore dit que je ferais un petit live d'un quart d'heure, 20 minutes ce matin, mais je vois qu'on a déjà dépassé l'heure. Hop. Elle coûtait combien la dictée magique? Bah écoute, j'ai pas demandé, mais vu que c'est quelqu'un que je connais qui garde, qui tient la brocante, je peux essayer de la négocier. C'est pas quelqu'un qui est c'est quelqu'un en fait qui fait de la vente en bibelot et mobilier. Donc je pense que lui c'est pas du tout son truc. En plus c'était planqué sous un tas de vieux jeux de société. Donc éventuellement si quelqu'un est intéressé, je peux aller négocier le prix. Jack, belle musique, c'est quel jeu? Eh bien de tête c'était Agony. Avant Fury of the Furies. Oui c'est Agony. Il y a eu beaucoup de petites productions d'ordinateurs et de toutes marques qui sont sorties à l'époque. Je me rappelle de Alice, Oryx, Sinclair, MSX. Bah oui, oui. Je suis un peu dégoûté parce que je voulais. Je pense que s'il y avait eu un NAS en fait cette année, j'aurais pu faire des vidéos. Donc le Oryx, j'aurais pu, le Sinclair, j'aurais pu, le MSX, j'aurais pu faire une vidéo sur le MSX japonais de J-Blood. Sur le Pops, aide-moi, le truc qui ressemble à un Atari mais avec des touches vertes. Il y en avait eu un au NAS il y a pas longtemps, je crois que c'est Number One qu'en a un. Et toi tu dois en avoir un mais en panne. J'oublie tout le temps le nom de cette machine. Mister Jibam, je suis intéressé pour le fiston, écoute, je me renseigne rapidement. Merci Pops, un Archimède. Ça c'est pareil, c'est une machine, j'en ai vu 2 dans ma vie, hein. Un en panne et un qui fonctionne. Exactement, accord, oui. Accord. Musique du jeu Agony, oui. Ben, je vais aller voir ça pour la dictée magique. Au pire, non, je passerai pas le coup de fil, parce que si je lui dis... Le connaissant, si je dis ouais, je suis passé dans ta boutique, j'ai vu une dictée magique, il va me prendre pour un anneau. Touche verte, un CPC 464. Alors oui, mais non. Non, c'est bien le Acorn Archimède. Je connaissais pas du tout cette machine. Bah, encore une fois, c'est pour ça que les rassemblements sont intéressants, parce que
même quand on essaye d'être vraiment intéressé dans cette catégorie de collection qu'est le rétro gaming, on a énormément de choses à découvrir. Après, dans mon cas, moi, je suis très, monodirectionnel, parce que je me concentre énormément sur l'Amiga, donc c'est vrai que je prends très peu de connaissances sur les autres machines, et c'est très souvent d'autres personnes qui me les font découvrir. Techniquement, c'était le concurrent de l'Amiga, le Acorn, oui. Pops, j'ai donné le mien à Silicium, la carte mère a été bouffée par l'acide. Oui, je me souviens, c'était toi, oui, qu'il y en avait un qui a été rongé. Mister Jibam, écoute, bon week-end à toi, à la prochaine, et je te tiens informé pour la dictée magique. Carlos, il ne faut pas dénigrer le Thomson TO7, oui, qui était un super ordinateur pour l'éducation avec son stylo filaire pour interagir en le pointant sur l'écran. Alors, dans une de mes anciennes vidéos, j'avais présenté un TO770 que j'avais récupéré, qui était une super machine. Déjà, en termes de qualité de fabrication, c'était vraiment extrêmement robuste. On était vraiment sur la grosse mécanique. Et effectivement, il y avait ce fameux crayon optique. Alors que moi, j'ai connu quand j'étais en CE2, puisqu'on avait des MO5, mais il y avait déjà le crayon optique sur les MO5. Et je me souviens bien évidemment du TO770. Mathieu Acorn 30-20, je vais peut-être m'en payer une. Écoute, si tu as l'occasion d'en trouver un fonctionnel à un prix abordable, je te le souhaite. Allez, encore 4 petites minutes. Je coupe à 12h15. Parce que pour une fois, je prends un week-end presque complet. Non, bah si. Si. Oh là là, oui. Oh, je vais avoir samedi après-midi, dimanche lundi. Oh, c'est la fête. Bon, le temps que la vidéo se termine. Donc en fait, les prochains points... Bon, je sais que les pièces que j'ai commandées pour le CDTV, je les aurai pas la semaine prochaine. Donc il n'y aura pas vraiment de vidéo là-dessus. Je vais quand même monter la vidéo sur la souris. Faire la vidéo sur le lecteur de disquette. J'ai une CD32 en réparation ici. Alors je ferai sans doute un INT. Donc je sais pas si vous vous souvenez du format INT, c'est tout simplement le format interactif. Donc en fait je filme la panne et j'essaie d'avoir des avis de recherche, parce que là je plante un peu. En fait, quand je mets la console sous tension, j'ai le CD qui arrive avec la musique du démarrage du CDTV, et une fois que le CD arrive à l'écran et se fige, au moment où on devrait voir apparaître ce CDTV, eh bien la console reboot. Elle reboot sur la ROM. Donc là je sais pas trop quoi faire. Alors c'est une carte qui avait mangé un petit peu d'acide, qui a été bricolée dans tous les sens. Donc pour l'instant je l'ai entièrement démontée, j'ai retiré tous les condos, je l'ai nettoyée, elle est briquée, donc là elle est en train de sécher. On fera des tests à partir de la semaine prochaine pour voir si elle redémarre. J'ai un Amiga 600 qui fonctionnait et qui est passé en écran noir. Et j'ai reçu, je crois, un 600 et un 1200 à restaurer. Donc on pourra en parler prochainement. Jack, il faut absolument qu'on se joigne, soit sur Facebook, soit pour email, pour le retour de ton Jaguar, puisque j'ai complètement zappé cette semaine. Encore une fois, je suis désolé. J'ai envoyé plein de trucs, mais j'ai oublié d'envoyer ta machine. Allez, 12h14. Bon, je vous remercie d'avoir regardé ce live. C'était vraiment super sympa et très agréable, comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon week-end. Pour ceux qui ont un week-end prolongé, hein, puisqu'on a donc le 14 juillet mardi. Profitez-en bien. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi ce live. Je vous remets comme d'habitude un petit lien pour le Discord. Hop. Tac, tac, pour ceux qui voudraient nous rejoindre. Hop là. Ok Jack. Alors je te répondrai peut-être pas dimanche, hein, parce que là maintenant je serai dispo qu'à partir de lundi après-midi. Mardi je serai pas dispo non plus. Donc voilà. Allez, je vous remercie, à très bientôt.